Radio Red, it's on air. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 11 mai 2017, bienvenue dans ce 20e numéro de Descartes en main. Brexit, élection de Donald Trump, présidentielle inédite en France et encore d'autres scrutins à venir en Europe. Dans le même temps, l'État islamique perpétue des dizaines d'attentats à travers le monde, les conflits persistent en Afrique et au Moyen-Orient, et la Corée du Nord poursuit ses provocations. Que dire également du bras de fer Russie-États-Unis qui interpelle après chaque veto mis en place face aux résolutions de l'ONU. L'ordre mondial qui caractérise les rapports de force dans le monde pourrait être remis en cause par les nouveaux chefs d'État comme Trump, Macron ou par des plus anciens comme Poutine ou le président nord-coréen. Alors que dire de ces conflits, de ces nouvelles donnes et qu'en attendre? Ce sont les questions que nous nous poserons ce soir. Radio Rec, Descartes en main. présenté par Nicolas. Et avec moi ce soir, Marc et Hugo. N'hésitez pas à contribuer, à poser vos questions et à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et notre invité de ce soir est Alexandre, étudiant en 3e année de licence de droit. Il se dirige vers une spécialisation en droit des affaires et est président des ambassadeurs de la jeunesse, responsable de la commission internationale du Rotaract Paris-Ouest. Il est particulièrement spécialisé sur l'Europe du Sud-Est et précisément la Roumanie. Enfin, en septembre, vous devriez pouvoir lire son ouvrage sur les enjeux diplomatiques entre Union européenne et Roumanie. Peut-être pour commencer, peut-on présenter les ambassadeurs de la jeunesse ? Alors, bien sûr, bonsoir, merci pour l'invitation. Alors les ambassadeurs de la jeunesse, pour faire synthétique, il y a deux objectifs. Il y a un aspect théorique où on étudie les enjeux géopolitiques, géostratégiques, les rapports de force entre les États. Et il y a aussi une phase beaucoup plus pratique où on est directement sur le terrain et on élabore des projets en fonction des consultations qu'on a auprès des spécialistes et qu'on remet à des organismes internationaux. Et ben voilà, messieurs, le portrait des ambassadeurs de la jeunesse est dressé, merci. Alors, ce soir, le monde en 2017, vers quel ordre mondial? C'est un peu la question fil rouge que nous allons nous poser. Entre les vétos russes à l'ONU, l'élection de Donald Trump qui, pour certains, semble partir dans tous les sens, pour d'autres aurait une logique, avec la montée des populismes, comme on peut le voir souvent dans l'actualité, l'élection de notre propre président Emmanuel Macron, et puis voilà les positions de force qu'emploient certains États, comme la Russie, la Syrie, la Corée du Nord, Hugo, plus récemment également, eh bien, on peut se poser cette question de l'état des lieux, des relations et de leurs enjeux entre la paix, la question fortement importante bien sûr, le terrorisme bien évidemment puisque nous avons été touchés, nous la France, mais que le monde entier est touché de manière régulière, les échanges commerciaux également, et puis la diplomatie avec toutes les questions du processus de décision, principalement à l'ONU, mais entre les États eux-mêmes et les différents échanges qu'il peut y avoir sur le sujet. Ce que je vous propose de commencer par faire, c'est de se poser des questions au niveau de l'Europe, l'acteur européen et les acteurs européens. Je vais commencer par Hugo sur cette question. L'Union européenne peut-elle être un interlocuteur diplomatique selon toi aujourd'hui? Est-ce qu'elle a ce poids pour intervenir ou est-ce qu'il y a une division entre les pays européens? Elle a commencé à le faire dans le sens où elle a nommé ça fait la deuxième et une haut commissaire aux relations extérieures, entre guillemets. Et il y avait une Britannique aujourd'hui, une Italienne, Margarita, quelque chose, son nom m'échappe, mais elle m'en voudra pas. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a une volonté de développer une politique étrangère de l'Union européenne. L'Union européenne étant une force supranationale. Et elle veut, d'une certaine manière, interagir avec le reste du monde en tant que quantité. Ça marche plus ou moins parce que, comme tu le disais, il y a plusieurs voies, et de plusieurs voies, on doit n'en faire qu'une seule. C'est un peu, de toute façon, toute la complexité de l'Union européenne. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté, et cette volonté s'inscrit politiquement avec, notamment, je le disais, la création d'un poste à proprement parler.
Alexandre? Alors, je rejoins ce qu'il dit. Donc, c'est vrai qu'il faut être nuancé dans le cadre de l'action extérieure de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier tout d'abord que l'Union européenne, elle a été fondée sur des principes économiques, avec la CECA. Et ensuite, on voit qu'aujourd'hui, c'est ce qui pose problème au sein de l'Union européenne, c'est que on ne trouve pas de consensus politique. Il n'y a pas d'union politique à proprement parler, ce qui d'un point de vue géopolitique et même géographique tout simplement est normal compte tenu des positions des différents États. Au sein de l'Union même, il est normal que certains États soient plus tournés vers la rive sud de la Méditerranée, notamment la France, l'Italie, ou alors à l'est de l'Europe, que les États soient plus tournés vers le dossier ukrainien ou russe. Donc le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver une voie commune entre Européens pour certains dossiers. Pas tous les dossiers, mais pour certains dossiers, les Européens doivent se fixer des objectifs à atteindre. Marc, tu rejoins cette position sur certains dossiers d'intervenir en commun ou est-ce que, enfin voilà, où doit être mis le curseur? Est-ce que c'est les États qui doivent décider? Est-ce que c'est l'Union européenne? Est-ce qu'il doit y avoir comme cela, en fonction des dossiers, une compétence européenne en la matière? Déjà, Alexandre l'a rappelé, effectivement, d'un point de vue géographique, c'est très compliqué. C'est un ensemble assez gigantesque, avec des intérêts qui sont par conséquent des fois divergents. On le voit. Quand on parle de politique internationale, on ne parle pas que de ce qui pourrait éventuellement se passer dans l'Europe, mais bien on parle de l'ouverture vers le monde, d'une politique étrangère tournée vers le monde, et on voit bien qu'il y a des accointances de certains pays vers certaines régions et d'autres non. On l'a vu avec la France pour le Mali, et on le voit sur des intérêts d'interventionnisme à peu près partout. Alors, le problème étant celui-ci, va-t-on vers plus d'Europe, moins d'Europe? La question est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait freiner l'union politique. Alors, on en fait toujours un système un peu global, l'Union européenne, en disant que c'est à la fois du politique et de l'économique. Souvent, c'est comme ça qu'on le vend. Mais historiquement, effectivement, avec la CECA en 1950, vous avez une création d'abord économique. L'union politique est toujours compliquée à avoir. On le voit dans la construction d'une gouvernance économique mondiale. On le voit dans la création de la GATT et de l'OMC plus tard. On voit que c'est très compliqué d'avoir des consensus à la fois économiques et politiques. Ceci étant dit, j'ai l'impression que si l'Europe tient encore aujourd'hui, c'est justement parce que l'approfondissement n'a pas été encore politique. À chaque fois qu'il y a une volonté, alors il n'y a pas eu de mots sur ce qui a été dit, mais ce qui fait le principe de l'Europe, c'est que comme il n'y a pas de constitution qui régit tout l'ensemble des pays, c'est un système confédéral, par opposition au système fédéral. Donc la question est de savoir aujourd'hui si les pays ont la volonté de s'unir politiquement, et en raison des différences, et tu as rappelé l'exemple du populisme notamment, j'ai pas l'impression qu'il y a un mouvement d'ensemble qui conduise à avoir une politique étrangère commune et consensuelle. Hugo? Non, pour compléter mon propos, et je voudrais rendre hommage du coup à Federica Mogherini. Voilà, c'est son nom exact et sa fonction exacte, c'est haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Donc, pour voir comment finalement aussi ces deux thématiques-là sont liées, la lutte contre le terrorisme international et la diplomatie de manière générale sont finalement des domaines qui sont intimement liés, qui sont au sein de l'Union européenne, gérés par la même personne. Pour revenir sur les différents points qui ont été abordés par ces deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, c'est intéressant de voir finalement comment l'Union européenne, on peut pousser plus loin l'Union européenne, mais de le faire peut-être à des vitesses différentes, avec des taux, des intégrations un peu à géométrie variable. C'est aussi la tendance vers laquelle on va pour l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on va peut-être vers une Europe de projet plutôt qu'une Europe qui irait intégralement dans la même direction. On va activer des leviers avec certains pays et en activer d'autres avec d'autres pays, avec des groupes finalement de pays qui vont partir sur des projets comme ça. Alexandre, toi qui travaille sur la Roumanie, j'imagine que tu vois parfaitement de quoi Hugo parle là. Bon, bien sûr. Après, on aura peut-être l'occasion de reparler de la Roumanie. J'aimerais juste voir aussi le point positif qui est en train de se passer à l'heure actuelle, tout en étant nuancé sur l'action extérieure de l'Union européenne, notamment en Centrafrique. Les Français, jusqu'à présent, sont encore les seuls totalement engagés en Centrafrique, qui déploie d'énormes moyens humains et financiers, mais on voit que l'Allemagne, ces derniers temps, a décidé de considérablement augmenter son budget de défense, ce qui peut être un signal positif, une main tendue
pour justement voir quelque chose de bien dans l'avenir pour l'Union européenne, les actions extérieures. Mais encore une fois, il faut pas s'imaginer des actions communes partout, puisque de toute façon le consensus il sera toujours compliqué à trouver. Tout à l'heure, il a été fait référence un petit peu à l'Europe, l'Europe à la carte. Voilà. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Et bon, la Roumanie, ça peut bien évidemment être un exemple dans l'intégration de l'Union européenne. Marc, pardon. Rien Une fait réaction, excuse-moi. Alors une réaction, oui, peut-être sur le dossier centrafricain que je connais un petit peu. L'intervention telle qu'elle est pensée aujourd'hui. Et alors, je voudrais pas rester trop longtemps là-dessus parce que c'est une considération qui vaut pour d'autres sphères d'intervention et pas forcément pour l'Europe. Le problème de l'intervention aujourd'hui, c'est qu'elle est pensée sur le court terme parce qu'on pense que les individus, les sociétés civiles, parce qu'il y a de grands mouvements de sociétés civiles qui s'y développent, on pense que les mouvements de sociétés civiles sont aptes à reprendre des mouvements pour se réadapter dans un mouvement post-guerre ou post-conflictuel. Alors ça, je veux bien. Le problème, c'est qu'il faut chercher aussi les causes de la guerre. Alors l'intervention en soi, qu'il y ait des moyens qui soient mis, pourquoi pas. Et la Centrafrique est un exemple très particulier pour ça. Je remarque une chose, c'est que ce soit le Mali, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire et d'autres pays dans lesquels la France est intervenue, et on peut dire on extrapole, disons l'Europe, je remarque qu'il y a une volonté de répondre sur un problème sans répondre aux conséquences de la se répondre au nœud du problème, à savoir par exemple les problématiques de greffe étatique, les problématiques nationales, les problématiques de redistribution des richesses, etc. Donc moi je veux bien qu'on intervienne, et le problème c'est les limites de l'ingérence. À partir de quand l'interventionnisme ne tourne pas en ingérence? Et c'est le grand problème, c'est qu'on répond sans forcément essayer d'éradiquer le problème. Je suis d'accord, et c'est tout le problème en diplomatie, et tu l'as bien dit, le problème il ne se résume pas à la Centrafrique, c'est un petit peu partout. Derrière une intervention, il faut, en diplomatie, c'est ce qu'on appelle le nation building. C'est-à-dire qu'il faut voir sur le long terme, développer une politique qui permet de reconstituer l'État. Et actuellement, on voit les spécialistes qui se rendent sur place en Centrafrique sont plutôt inquiets sur la façon dont se déroule la situation. Certes, les interventions sont des interventions plutôt bonnes et positives, mais ô combien difficiles sur le plan de la restructuration politique des États. Hugo, si on s'intéresse un petit peu à la question justement de la Roumanie dont on parlait il y a quelques instants, quelle question on peut poser à notre invité? Profitons-en. Non, mais c'est déjà de démarrer par le fait que la Roumanie est tout à fait intéressante quand on parle d'Union européenne. On parle souvent des limites de l'Union européenne, d'une intégration un peu trop rapide, un peu trop brouillonne, et on a tendance à citer notamment la Roumanie parmi les exemples de pays. La Roumanie, qui est d'ailleurs revenue dans l'actualité récemment avec les manifestations populaires qui ont eu lieu, qui remettaient en cause une mesure du gouvernement en place qui est revenu sur sa décision, une mesure qui portait sur la corruption notamment du gouvernement. Est-ce que, Alexandre, tu pourrais revenir sur tout ça et comment dire, réfléchir aussi sur la manière dont la Roumanie gère elle-même son intégration à l'Union européenne et aux valeurs que porte l'Union européenne? Alors, le dossier roumain et de la corruption notamment, il est très compliqué et très ancien. Il date depuis la Révolution, depuis 89 et la chute de Ceausescu. En fait, depuis que Ceausescu est tombé, eh bien, c'est une vague de corrompus qui se sont succédés au pouvoir, et il ne faut pas avoir peur de le dire. Après, la Roumanie a déployé des efforts considérables depuis 2007 et son intégration dans l'Union européenne dans la lutte contre la corruption. C'est aujourd'hui un des États européens qui lutte le plus contre la corruption, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit le plus d'affaires là-bas, puisqu'il y a une véritable lutte contre les hommes politiques notamment. L'État roumain n'hésite pas à les mettre en prison. Là où en France, Jérôme Cahuzac prend 2 mois avec sursis, ou après il est renvoyé en cassation, etc. En Roumanie, les hommes politiques ils sortent de prison. Ça, c'est le véritable problème. Mais l'intégration de la Roumanie dans l'Union européenne, elle n'était pas en 2007 à vocation économique, à proprement parler. Elle était à vocation géopolitique, donc a fortiori économique. Mais géopolitique pourquoi? Par sa position stratégique,
à l'est, dans le sud-est de l'Europe, et c'est un interlocuteur important par rapport aux Turcs, par rapport aux Russes, par rapport aux Ukrainiens, et en termes de ressources naturelles, la Roumanie est un des seuls États européens qui peut assurer une indépendance énergétique et qui a des ressources naturelles incroyables, notamment en matière d'uranium, qui a un uranium très propre, et en gaz de schiste, en pétrole. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte dans le dossier roumain par rapport à l'Union européenne. Et à proprement parler, le plus récent finalement, l'actualité, cette affaire de corruption, comment tu vois évoluer la société par rapport à ça? C'est vrai qu'on a en tête aussi ce qui s'est passé en Pologne, où il y a eu des manifestations pour l'IVG. On a ça également dans un pays de l'Est de l'Union européenne, en Roumanie à proprement parler, sur un autre sujet. Est-ce que c'est comment dire, un sujet tout à fait roumain ou un sujet est-européen? Une thématique européenne, qu'est-ce que c'est finalement? On va dire que c'est un héritage soviétique, si on peut se permettre de dire ça, malheureusement. Mais il faut admirer aussi la force du peuple, parce que finalement, si on regarde l'histoire, qu'est-ce qui a sauvé à chaque fois la Roumanie? Eh bien, c'est le peuple. C'est toujours le peuple qui s'est soulevé face au gouvernement corrompu. Et il faut le dire, il y a eu des manifestations pendant des jours et des jours en Roumanie il y a quelques semaines. Et pour cause, quand un gouvernement adopte un décret en pleine nuit qui consiste à alléger les sanctions pénales pour les élus corrompus, il y avait des raisons de sortir dans la rue. Donc le peuple roumain, aujourd'hui la Roumanie peut se reposer sur le peuple roumain qui est en train d'évoluer dans sa mentalité. Et il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est la division des Roumains entre, on va dire, la capitale, entre les grandes villes et puis les zones rurales. La Roumanie, c'est un pays très rural, avec beaucoup d'agriculteurs, de paysans, qui sont, comme dans tous les pays, en général, les catégories de la population qui souffrent le plus et qui sont facilement monnayables. Voilà, faut le dire, hein, les hommes politiques en Roumanie peuvent facilement acheter leur voix auprès de cette partie de l'électorat. Et donc, le travail, en fait, en Roumanie et dans tous ces pays-là où on voit de la corruption, il est avant tout culturel. Il est culturel, il faut une certaine éducation de la population pour avoir des signaux positifs à l'avenir. Bien, une fois qu'on a posé ces questions sur la diplomatie européenne, on peut peut-être passer au niveau supérieur, à l'échelle mondiale. Peut-être une question comme ça à Hugo pour entamer le débat. Qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui voire prédire du comportement de certains nouveaux dirigeants? Emmanuel Macron vient d'être élu en France, donc c'est peut-être, enfin quoique certains dressent un portrait très psychopathe du personnage, mais des gens comme Trump, dont on a maintenant quelques semaines d'expérience, l'attitude de Vladimir Poutine et peut-être derrière de l'ensemble du gouvernement russe, ce qui se passe en Syrie avec Bachar el-Assad, ce qui se passe en Corée du Nord également dernièrement. Est-ce qu'il y a du comportement des dirigeants? On parlera peut-être de conflits et de guerres derrière, mais sur ces dirigeants qui dirigent le monde, qui sont tous une voix finalement à l'ONU par exemple. Tu me demandes de sortir ma boule de cristal sur beaucoup d'incertitudes, hein. Tu commençais par Donald Trump qui prend décision sur décision qui ne se sont compris que peut-être que par lui-même. Hein, Rappelons qu'il est intervenu en Syrie en bombardant il n'y a pas longtemps une position sur place, qu'il a envoyé des... il a fait pas mal de choses. Il a bombardé en effet une base de Daesh en Syrie. Il a sorti la plus grosse bombe non nucléaire en Afghanistan. Là, il a viré le patron du FBI comme ça, sans trop savoir pourquoi. Enfin, visiblement parce qu'il cherchait un peu les problèmes sur les liens entre Donald Trump et la Russie. Donc, anticiper sur les choix politiques et géopolitiques de Donald Trump, ça va être un peu compliqué. De même pour Kim Jong-un, ça va être quasi impossible, vu l'opacité du régime et vu la position extrêmement tendue de ce dirigeant sur la scène internationale. Après, en fait, il y a tellement d'incertitudes également pour Emmanuel Macron que l'on ne connaît pas, que l'on connaît peu et
pas sur la scène internationale. On ne connaît pas son ministre des Affaires étrangères, et ça joue énormément, même si l'on sait que le président de la République a un rôle très important sur la scène internationale. Son ministre donne quand même une teneur, on l'a vu notamment avec Fabius, qui n'a pas forcément la même vision que peut avoir Jean-Marc Ayrault. Voilà, il y a des différences, il y a des dossiers qui vont être mis en avant et avec les uns et qui ne pourraient pas l'être avec les autres. Donc, que tu me demandes un peu de but en blanc ce que va être 2017 en termes géopolitiques, j'aurais du mal à te répondre. Alexandre. Alors, pour revenir sur la frappe américaine en Syrie, elle est intéressante à analyser d'un point de vue stratégique. C'est que, en principe, ce genre d'attaque ou de réponse est faite pour derrière justement enclencher un processus de négociation. Hein. Quand on lance des missiles de croisière, en général, c'est pour derrière envoyer des signaux forts à l'État visé pour que derrière on puisse enclencher une phase de négociation. Aujourd'hui, on ne sait plus trop où on en est. On vit dans un monde de plus en plus excité, avec des acteurs qui ne dialoguent finalement que par rapport de force à l'ONU, par rapport de force militaire, mais on est en train de perdre toute l'essence même de la diplomatie qui est la négociation. Ces derniers jours, il y a les diplomates américains et russes qui se sont rencontrés, Trump qui a rencontré la haute diplomatie russe. Donc on aura encore des rebondissements dans les jours à venir, il faut s'y attendre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très très dur de se projeter sur les années à venir en matière internationale. Hugo, c'est intéressant ce que dit Alexandre. Il remet l'ONU un petit peu au centre. Enfin, l'ONU et la négociation entre les États, mais voilà, au centre. Il y a un président de l'ONU, un secrétaire général, pardon, Antonio Guterres. Voilà. Je sais que tu as lu quelques éléments sur un petit peu ce qu'il voudrait faire à l'ONU. Ce qu'il voudrait faire, c'est un peu ce que veut faire finalement beaucoup de dirigeants de l'ONU, c'est-à-dire rétablir la paix dans le monde. Enfin, moi j'accepte volontiers le programme. Hein. Faire bouger l'organisation. Oui, faire bouger l'organisation. Il vient du Haut Commissariat aux réfugiés, si je dis pas de bêtises, qu'il a un peu secoué, qu'il a voulu beaucoup plus, pragmatique, beaucoup plus d'hommes de terrain et un peu moins d'effectifs, finalement un peu moins de bureaucratie, beaucoup plus de gens sur le terrain pour intervenir dans un domaine qui est extrêmement humanitaire, je dirais, extrêmement humain et sensible. Je ne sais pas s'il va aller aussi loin avec l'ONU, qui est une machine beaucoup plus grosse. Hein. Le Haut Commissariat étant une émanation de l'ONU, donc il y en a tellement d'autres. Je lui souhaite, comme il avait réussi avec le Portugal à entamer les dernières négociations décoloniales. C'était extrêmement possible, il l'a fait avec réussite, donc il pourrait aussi apporter un vent nouveau à l'ONU, qui est quand même une machine qui ne repose pas que sur son secrétaire général, donc il va avoir peut-être des changements, mais le degré est encore à déterminer. Et il aura beaucoup de temps devant lui. Alexandre ? Si j'ai une chose à dire sur l'ONU de manière générale, c'est qu'il ne faut pas incriminer en permanence l'ONU. Donc on voit un petit peu de tout, notamment chez les jeunes qui sont, à juste titre, qui sont choqués et qui réagissent avec beaucoup d'émotion sur ce qui se passe, notamment en Syrie. Il ne faut pas oublier aussi d'autres conflits dans le monde. Et donc on a tendance à voir chez les jeunes l'émotion qui prend le dessus sur le pragmatisme et à remettre en cause l'utilité de l'ONU dans les relations internationales. Mais à ces jeunes-là, j'aimerais leur poser une question, ou plutôt les mettre face à une situation d'imagination, s'imaginer le monde sans l'ONU. Voilà, on n'est pas là pour compter les morts, malheureusement il y a beaucoup de morts, mais sans l'ONU, je pense qu'on pourrait doubler, tripler les chiffres.
Et je crois que le veto, il est au programme de l'émission. Je pense qu'on aura pas mal de choses à dire là-dessus. Bah c'est parfait, puisque j'avais posé la question. Alors Marc ne veut pas y répondre, en tout cas pas le premier, mais Hugo du coup, est-ce que ce veto, le fameux veto, alors le veto est issu de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les pays qui ont gagné à l'époque qui ont obtenu le droit de veto, et donc de pouvoir faire obstruction à une décision en disant bah non, stop, moi je mets mon veto et cette décision ne sera pas prise. Il y a pas mal de résolutions ces derniers temps qui en ont fait les frais, voilà, tout simplement. Après les frais ou est-ce que c'est un bénéfice, ça chacun se garde, peut avoir son avis là-dessus. Est-ce qu'il faut supprimer le veto ou le réformer? Il faut réformer comment dire, le veto, comme il faut réformer le bureau des 5. Voilà, tu disais les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, parmi lesquels la Chine. Bon, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, non, mais c'était la logique à l'époque. On a voulu respecter un certain, comment dire, ordre mondial. On est aujourd'hui en 2017. Est-ce que cet ordre mondial est le même ? Je ne crois pas. La France bénéficie d'une place privilégiée. On devrait s'en glorifier. On devrait en être très fier. Mais est-ce que c'est bien mérité ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut penser, pourquoi pas, parce que tu parlais de l'Union européenne, comment dire, un siège directement de l'Union européenne, ça pourrait être une piste de réflexion qui remplacerait de fait la France et le Royaume-Uni. Il y a des pistes de réflexion qui peuvent être menées et qui ne faciliteraient peut-être pas les débats vu les divisions qui existent au sein de l'Union européenne, mais qui pourraient apporter à l'ONU un cachet un peu plus démocratique. On pourrait aussi étendre des 5, on pourrait passer à 6, 7, je ne sais pas, mais intégrer d'autres puissances aussi, ce qui pourrait être intéressant. Alexandre, je t'ai vu pas tout à fait d'accord avec ce qu'Hugo disait. Non, je suis vraiment pas d'accord, tout simplement parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est irresponsable de vouloir réformer ce droit de veto. C'est irresponsable puisque ça serait une perte de temps considérable dans un contexte international totalement instable. Une réforme du droit de veto, il faut s'imaginer ce que ça serait. Ça rajouterait de l'instabilité sur l'instabilité et on n'en finirait plus. Il faut aussi penser de manière pragmatique. On crie souvent au veto russe et chinois, qui souvent agissent de concert. Mais le jour où il ne faut pas oublier aussi que la Chine, justement, dans les années à venir, est amenée à se développer de plus en plus et qui aura à prendre aussi des décisions importantes qui pourront remettre en cause les intérêts des Français. Est-ce que le droit de veto, dans quelques années, ne pourrait pas être à notre avantage aussi ? Donc il y a toute une série de paramètres, encore une fois, à prendre en considération, peser le pour et le contre. Une réforme du droit de veto, pourquoi pas, mais sur le très très long terme. À l'heure actuelle, c'est vraiment pas l'une des priorités. Ça relève, à court terme en tout cas, de l'utopie. Marc, selon moi. Marc, quand on regarde un petit peu ce monde aujourd'hui qui bouge, est-ce que voilà, certains historiens ont parlé de nouvel ordre mondial à l'époque de la guerre froide. Aujourd'hui, est-ce qu'on serait Hugo, je dis une bêtise, c'est pas la guerre froide ? J'ai rien dit. Pardon. On en parle assez souvent, on en parle oui, non, bien sûr, mais la question que j'avais posée en relation avec ça, c'est l'ordre mondial à l'époque, c'est les États-Unis, la Russie qui s'affrontent, deux blocs. Aujourd'hui, Marc, est-ce qu'on peut dégager un espèce de classement, un ordre mondial, des rapports de force précis ? Déjà, on a parlé de la Chine. Pour parler de ça, il faudrait déjà s'inscrire dans une logique contraire à Fukuyama. Donc ce n'est pas la fin du monde. Déjà, on considère, vous savez, Spencer qui avait dit qu'après la guerre froide, justement, il y avait une forme de fin du monde et qu'avec la destruction du bloc soviétique, effectivement, vous aviez un monde qui s'effaçait, du coup, une fin du monde. Mais bon, c'était plus cherché que ça, mais ne rentrons pas dans les détails. Tout ça pour dire qu'effectivement, le monde a muté. Les puissances sont globalement quand même restées les mêmes, à l'exception peut-être de la Chine, qui a profondément muté depuis 1978 essentiellement. La Chine, effectivement, peut-être, le droit des taux peut-être à notre avantage, effectivement, comme ça a été rappelé, avec la Chine qui s'y développe. On voit qu'il y a des partenariats Chine-Japon pour des rapports de technologie, etc. Donc c'est quand même relativement important. Alors, moi, je ne baigne pas dans la cascade d'hypothèses, je ne vais pas dire peut-être, etc. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les présidences, en soi, ont un intérêt au niveau international et diplomatique, notamment pour les rapports de force. On a rappelé le cas de la Russie, on a rappelé le cas des États-Unis, etc.
Par contre, ce qui compte aussi, c'est les institutions internationales. Essentiellement, le tournant majeur a été quand même aussi la création, de manière un peu, pas informelle, claire, mais un peu détournée du G20. Il y a eu le G6, le G7, il y a eu le G8 avec la Russie, puis maintenant on est retourné au G7 parce que la Russie est exclue justement suite à l'annexion de la Crimée, enfin est exclue à titre temporaire en tout cas je crois, pour l'annexion de la Crimée en 2014. Donc en tout cas il y a déjà ce club entre guillemets des pays riches qui est une institution à part entière. L'ONU, alors ça a été dit, peut-être, on ne sait pas, en tout cas c'est vrai que il y a beaucoup de conflits pas dans laquelle l'ONU est en cause, mais en tout cas dans laquelle est intervenue, mais l'ONU constitue une forme de nouvelle ère. Ce n'est plus la SDN, c'est quelque chose de beaucoup plus global qui a pris... La SDN, la Société des Nations, à l'issue de la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus global qui est à la fois politique et économique. Et la volonté des États-Unis était celle-ci, et ça a été confirmé par la suite notamment. Ce qui rabattrait les cartes, justement, c'est de savoir est-ce qu'on peut aujourd'hui intégrer des puissances qui sont des puissances émergentes, dont la Chine fait d'ailleurs toujours partie, dans une institution avec un pouvoir de veto notamment. Je crois savoir que le Brésil, par exemple, dans sa position au niveau de l'Amérique latine, est une situation au Conseil de sécurité de l'ONU qu'il envie. Le Brésil envie cette position. Alors, plus les puissances montent, plus justement vous avez une possibilité de rabattre les cartes au niveau international. Ceci étant dit, il faut que les puissances soient globales. Et l'exemple de la Chine est intéressant parce que le seul atout de la Chine, c'est son atout pour l'instant économique. On n'a pas une diplomatie fortement ancrée, on n'a pas un système politique, une aura, enfin au niveau du hard power, ça se pose là. La Chine, bon, au niveau militaire peut-être effectivement, mais il y a une puissance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rabattre les cartes sur des puissances qui sont des puissances un petit peu bancales. Il faut que ça soit complet. Et aujourd'hui, on voit que, en tout cas dans le droit de veto notamment, il y a des fois des incohérences, c'est-à-dire qu'on n'a pas des puissances complètes, mais qui font partie de tout ça pour des raisons historiques. Je pense qu'on pourrait, c'est très, très difficile à faire et sur le long terme, ça on est bien d'accord je suis bien d'accord pour le dire, mais aujourd'hui, la seule entre guillemets puissance qui pourrait refuser, c'est évidemment les États-Unis, pour des raisons évidentes. Donc le nouvel ordre mondial, ça a été rabattu, je me souviens, par Nicolas Sarkozy il n'y a pas très longtemps. Il avait dit qu'on irait ensemble vers ce nouvel ordre mondial et que personne pourrait s'y opposer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, nous irons, c'est le nous qui m'intéresse. Qui est le nous, et toute l'ambiguïté est là. Les institutions internationales, la diplomatie internationale, et ça me rappelle aussi la question qui a été évoquée tout à l'heure par Alexandre sur la diplomatie et la négociation. Aujourd'hui, on fait de la diplomatie sans négociation, clairement, dans différentes choses. Donc, je pense que l'intérêt, ça serait justement de renouer avec la négociation, notamment sur le dossier de Daesh, notamment. C'est-à-dire que là aussi, il y a quelque chose à revoir, peut-être dialoguer avec nos ennemis. En histoire, on a toujours vu ça, de dialoguer avec nos pires ennemis. Et là, on ne le fait pas. Donc, vous voulez, on garde les mêmes moyens de la guerre sans forcément pouvoir apporter une différence dans la nature de ces négociations-là, notamment. Alexandre, d'accord sur le dialogue avec l'ennemi ou les ennemis. Là, exactement, je serais même tenté de faire une référence au film du Parrain, garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Et c'est vraiment d'actualité en matière de relations internationales, où aujourd'hui l'erreur qui est faite, c'est que par peur de choquer l'opinion publique, on ne dialogue pas avec le régime syrien, on ne dialogue pas avec les Russes, voilà, parce que derrière, il y aura des conséquences politiques sur le plan national. Eh bien, c'est l'erreur fondamentale, puisqu'en diplomatie, il faut négocier. À un moment donné, on ne peut pas tout résoudre par le conflit militaire interposé. Et le propos, il est intéressant, et il a fait au début de son propos référence à l'époque soviétique. Dans les années 80, le message à faire passer, on entretenait la peur du bloc soviétique. Aujourd'hui, en 2017, on entretient quoi? La peur du terrorisme. Et on a l'impression que le terrorisme, aujourd'hui, capte toute l'attention en matière internationale, et on a tendance à croire que la diplomatie ne serait là que pour régler le problème terroriste. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a des diplomaties économiques qui est très importante, la diplomatie culturelle, à ne jamais délaisser, et qui pour moi est fondamentale aujourd'hui dans les relations internationales. Hugo. Non, il y a un point qui est super important, comme le disaient Alexandre et Marc aussi. La négociation est centrale parce que en géopolitique, il y a des rapports de force. Et c'est à partir de ces rapports de force que l'on peut prendre des décisions. Et ces décisions, on ne les prend pas tout seul, évidemment, parce qu'on est dans le concert des nations.
je reviendrai ensuite sur un point, parce que les deux m'ont donné à tour de rôle des perches. Marc a parlé de hard power, tu parlais de diplomatie culturelle, et c'est un prisme qui est super intéressant, parce qu'il y a ce rapport entre le hard power et le soft power. Le hard power, c'est quoi? C'est la puissance de l'armée, ça peut être aussi la puissance de l'argent, et le soft power, c'est justement la puissance de la diplomatie et l'influence qu'un pays peut avoir à travers le monde, notamment à travers sa diplomatie culturelle, mais aussi sa diplomatie publique. Et ça c'est super important, parce que si un pays veut émerger sur la scène internationale, il ne peut pas le faire que par la puissance de son armée, que par sa puissance économique, pour prendre le cas de la Chine, mais il doit le faire aussi par les réseaux de diplomatie, par sa langue, par sa culture, qu'il doit faire résonner à travers le monde. C'est le cas notamment de la France, qui a cette chance d'avoir une culture qui est forte, une langue qui est parlée à travers le monde, et ça permet à la France d'avoir une caisse de résonance internationale. Elle a d'autres arguments, mais elle a celui-ci en particulier. J'aimerais aussi insister justement sur la diplomatie publique, parce qu'on n'en parle pas assez. La diplomatie publique, qu'est-ce que c'est en fait le versant un peu opposé à la diplomatie de cabinet, dont on parle le plus souvent. La diplomatie de cabinet, c'est deux ministres des Affaires étrangères qui se rencontrent pour un sommet international, c'est des diplomates qui vont à l'ONU, etc. La diplomatie publique, c'est un peu différent. C'est un pays qui vient vous parler de sa culture, de son patrimoine, etc. C'est la France qui fait des années bilatérales, cette année avec la Colombie, l'année dernière avec la Corée du Sud, il y a plusieurs années avec le Vietnam, etc. etc. C'est la Corée du Sud qui vient en Europe, en Asie du Sud-Est d'abord, en Europe aujourd'hui, diffuser ses films, diffuser sa musique, diffuser sa cuisine. C'est ça aussi, et ça permet à un gouvernement de prendre de l'influence à travers le monde, et aussi de s'affirmer sur la scène internationale en touchant les publics plutôt que les dirigeants. Et ça, c'est important. Oui, Alexandre? Moi, je suis d'accord. J'en ai juste oublié la question principale du sujet. Qui était le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, pardon. Voilà, on a fait un grand détour. Donc voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Mais parce que plutôt que de raisonner en qui finalement domine le monde, c'est aussi raisonner en ce que sont les outils pour déterminer ce classement. Et ce classement, il est de toute manière biaisé, parce qu'il y a tellement d'entrées pour définir une puissance Bien que... sûr. Voilà, il y a autant d'entrées que de classements finalement. De toute façon, puis qui domine le monde, on voit aujourd'hui qu'il y a aussi l'éternel rapport de force, États-Unis, Russie, et qu'au milieu, en porte-à-faux, il y a notamment l'Union européenne qui a du mal à trouver une voie résonante. Donc voilà, aujourd'hui, si on pouvait résumer l'ordre de puissance, ça serait ce rapport de force-là, toujours les Occidentaux face au bloc adverse. Finalement, on en revient aussi aux positions historiques, avec des facteurs différents, des évolutions sociétales qui vont avec, mais les rapports de force ne changent pas. Les intérêts des uns et des autres sont toujours les mêmes. Alors pour ceux qui ont la vidéo, vous l'aurez remarqué, Alexandre n'est pas venu tout seul ce soir, et donc du coup, du coup, on s'est tous présentés au début quand vous êtes arrivés, et je n'ai pas retenu ton prénom. Amélie, voilà, qui est avec nous ce soir et qui demande une intervention sur le sujet. Non, j'allais pas en inventer un. Oui, on t'écoute. Oui, je suis désolée, mon intervention n'était donc pas du tout prévue. Mais en fait, il y a quelque chose en termes de cette nouvel ordre mondial, je trouve que ton jugement a été très critique au niveau de la Chine, parce que c'est quand même un acteur qui est première puissance économique, qui en termes de hard power est largement dans les 5 premières puissances mondiales, qui en termes aussi de diplomatie est un des acteurs principaux qui permet de dialoguer avec la Corée du Nord. En termes également d'environnement, c'est le premier... je crois, fournisseur et qui se développe énormément dans la finance verte, dans tout ce qui va être panneaux solaires, etc. C'est un acteur qui revient énormément sur la scène mondiale. Au point d'emporter des masques. C'est ce que j'allais... Oui, voilà, je serais un peu plus nuancé sur l'environnement. Sur l'environnement, mais c'est parce que ça fait 1 ou 2 ans qui relance ça, mais aujourd'hui, c'est un fait. C'est un acteur qui développe une économie en parallèle sur l'environnement et qu'il faut prendre en compte.
Enfin voilà, donc je trouve que le point de vue est assez critique. Je suis d'accord qu'il y a un retour d'un point de vue historique entre les États-Unis et la Russie, mais je pense que la Chine est un acteur aussi à prendre en compte, et pour toutes les raisons que j'ai énumérées, et qu'en diplomatie, peut-être que c'est aussi un acteur avec lequel il faut dialoguer. Mais moi, j'irais même plus loin. J'inclurais même Russes et Chinois dans le même sac. C'est vulgaire de le présenter comme ça, mais leurs intérêts ne sont pas si différents que ça. On voit que, notamment à l'ONU, ils prennent souvent des voix, enfin très très souvent même, ils posent leur veto ensemble, ils prennent des décisions en général qui les concernent à deux, comme un petit couple, et je pense que son regard, il était critique par rapport à la Chine vis-à-vis de nos intérêts, les intérêts occidentaux et puis français notamment. Mais c'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut toujours nuancer le propos. Eh bien, Marc va pouvoir répondre. Je réponds, j'ai été vite. J'ai essayé de jouer le modérateur. Très bien. Oui, il est vraiment diplomate pour le coup, il essaye de rapprocher. Non, oui, j'ai une vision assez critique parce que pour moi, ce qui te permet, entre guillemets, de t'en sortir avec, c'est effectivement la question de l'argent. Alors, sur l'environnement, moi, j'avais vu encore les derniers rapports. Je te rappelle qu'étant donné que c'était l'Asie et en particulier la Chine étant une grande productrice, effectivement, les gens sont obligés de se balader avec des masses. Alors, moi, c'est pas mon problème. Je veux dire, effectivement, aujourd'hui, tout est fait made in China et c'est bien évident que ce qu'on a fait, nous, avec les quotas carbone et qu'on l'a délocalisé en Chine, c'est bien évident que la Chine pollue. Donc ça on est bien d'accord. Il y a un autre problème, la puissance en termes de diplomatie, c'est aussi la cohérence territoriale. On sait aujourd'hui qu'il y a 3 Chines, c'est une expression très théorique, mais on sait que le problème du Tibet n'est pas réglé. On sait que le développement de la Chine ne s'est pas fait au niveau de la ruralité, mais au niveau de ses littoraux avec les ZES et tout ce qui s'en est suivi, les villes littorales, etc. Et puis il y a un autre problème aussi. Étant donné qu'on ne veut pas discuter avec la Russie, pourquoi est-ce que nous dialoguons avec la Chine? On sait aujourd'hui que il y a des titres du bon de trésor américain, la Chine les a rachetés. Par contre, on est très amis avec eux, qui sont quand même un régime, certes de socialisme de marché, mais qui est un régime aussi assez autoritaire. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait des avancées, et je pense que la nuance est toujours bonne à apporter, mais concrètement, sur le plan politique et diplomatique, ce n'est pas encore une puissance. Une puissance complète comme d'autres puissances, je comprends bien ce que je veux dire, c'est une puissance, mais qui ne mêle pas du tout, ne serait-ce que sur le point de vue culturel. Il y a des instituts Confucius en France, d'accord, pourquoi pas, mais on en est très loin. Sur le point de vue militaire, alors oui, tout à fait. Là, je crois que c'est une des premières armées du monde, ça, on est d'accord en termes d'hommes, ça, voilà, tout à fait. Par contre, on sait aujourd'hui que la Chine est plus dans la reproduction que dans la production. Il n'y a pas de recherche, elle est obligée de s'allier avec le Japon sur les questions de technologie, de nanotechnologie. Moi, je n'ai rien contre la Chine. J'observe juste que si on a un regard un peu global sur la puissance chinoise, il reste cette question du territoire, il reste cette question du pouvoir politique, et il reste cette question de l'ouverture tout simplement diplomatique qui n'est pas hard power et soft power, pour reprendre l'expression de Joseph Ni. Ouais, c'est ça. Alexandre, l'arbitre. Alors attention, l'ONU parle. Justement, je ne vais pas rebondir sur la Chine. J'aimerais juste inclure dans les nouveaux acteurs importants dans le monde, l'Inde. L'Inde qui, sur le plan économique, se développe énormément, qui a une croissance économique folle, rapide, conséquente, et qui, ces derniers temps, signe des gros contrats, et notamment avec les Européens. Et c'est là que la diplomatie économique rentre en jeu, et que la diplomatie ne se résume pas qu'aux questions de sécurité-défense. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelques jours, un accord a été signé entre un groupe européen et puis l'Inde en matière d'équipement, un avionneur européen qui équipe pour 1,3 milliard l'Inde. C'est des partenariats qui vont se multiplier dans le temps, dans les années à venir, et l'Inde est vraiment un acteur avec lequel il va falloir composer et prendre très au sérieux, et les inclure dans toutes nos actions internationales. Justement, Hugo, sur l'économie un petit peu, et sur cette économie qu'on dit très régulièrement mondialisée, on le sait, on parle toujours de centre et de périphérie dans ce genre de domaine. Aujourd'hui, on est d'accord que la mondialisation est inachevée. Est-ce qu'elle est en bonne voie? Est-ce qu'il faut l'achever? Voilà, ces partenariats mondiaux. De toute façon, aujourd'hui, c'est trop tard pour revenir en arrière, pour ceux qui le voudraient, parce que ça a animé un petit peu quelques questions de cette campagne, la préférence nationale, ce genre d'éléments de langage qui étaient sortis par certains candidats. Aujourd'hui, la mondialisation, comment se porte-t-elle finalement sur le plan économique?
Comme tu commençais à le dire, en effet, il y a des zones qui sont toujours périphériques par rapport à cette mondialisation, mais je pense que c'est le trait de tout échange. Finalement, il y aura toujours des parties qui seront un peu moins bien servies. Peut-être de moins en moins de périphérie, du coup ? Ou des périphéries de plus en plus périphériques peut-être. C'est plus mon avis. Enfin, elles sont intégrées, mais ça n'empêche pas les autres de faire de plus en plus d'échanges. Donc finalement, il y a une espèce de relativité qui peut être désavantageuse pour certains. Mais c'est intéressant de voir le lien finalement qui existe entre la mondialisation et la diplomatie. Alexandre parlait tout à l'heure de diplomatie économique, il parlait de l'Inde. Et comment la France parle à l'Inde, elle parle en termes de rafales aujourd'hui. Elle vend des rafales à l'Inde, pardon, et ça fait de l'argent, et ça fait finalement du commerce entre la France et l'Inde, qui est une puissance qui se renforce. Et ces échanges qui ramènent de l'argent à la France, elles permettent à l'Inde de forger une armée et donc une puissance militaire, et par là de s'affirmer sur la scène internationale, parce qu'elle a aussi un sous-continent où de manière générale l'Asie du Sud a dominé. Elle peut avoir, voilà, on n'a pas beaucoup parlé en termes de comment dire, d'aire géographique, mais on peut, si on ne règne pas sur le monde, on peut à terme au moins régner sur des zones géographiques. Marc parlait tout à l'heure du Brésil qui peut dominer l'Amérique du Sud de manière... Qui domine déjà. Voilà, qui domine de fait l'Amérique du Sud face à une concurrence qui n'est pas forcément rugueuse pour elle. L'Inde, à l'image du Brésil, règne facilement sur l'Asie du Sud, mais elle peut aller plus loin parce qu'elle peut peut-être empiéter un petit peu sur l'Est et sur l'Ouest. Sur l'Est, elle a peut-être l'Indonésie qui monte en puissance, la Thaïlande aussi, mais elle peut pourquoi pas grignoter des parts d'influence là-dedans, qui passe par différents canaux comme on l'expliquait, mais ça passe aussi peut-être sur l'extrême ouest de l'Asie aussi, où elle peut peut-être grignoter des parts d'influence. Et pour l'Afrique aussi, l'Afrique cherche aussi une puissance référente, peut-être une puissance dominatrice. On parle beaucoup d'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud, dans le concert des nations, à l'international, ça ne rayonne pas plus que ça. Marc Hugo a notamment dit que aujourd'hui, pour faire des armes, on ne peut pas être tout seul, on a forcément besoin de cette coopération mondiale, ou en tout cas la plupart du temps. Et il a cité des exemples, et tu demandais la parole, donc je te fais réagir. Alors je réagissais, parce que contrairement vis-à-vis de la question que tu avais posée sur la mondialisation, et Hugo a embrayé directement sur la question de la régionalisation. Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de voir que la mondialisation, on a tendance à penser que c'est des échanges entre les pays, etc. Mais aujourd'hui, avec le renforcement des groupes régionaux, c'est aussi une affaire de groupes régionaux et de rapports régionaux. Aujourd'hui, on parle de l'Asie, on parle de ceci, on parle de l'Amérique, mais concrètement dedans, de l'Europe bien entendu, mais concrètement dedans, il y a des groupes qui sont pas récents, faut être totalement cohérent, mais aujourd'hui par exemple, pour marquer l'évolution de la puissance asiatique par exemple, on a un partenariat ASEAN +3 par exemple en Asie, donc ça montre une espèce d'entièreté et de régionalisation un peu plus forte. On voit que les relations à l'international de la Chine et du Japon sont importantes également, mais il y a aussi des ambitions régionales et mondiales par la même conséquence. Le cas du Brésil, tu l'as rappelé, avec le Mercosur, qui, je rappelle, le Brésil réalise quasiment 50% du PIB du Mercosur, donc c'est quand même global et extrêmement important. Il y a le Conseil de coopération du Golfe, qui est intéressant aussi au niveau de l'Arabie Saoudite. Alors bref, on ne va pas énumérer les cas, tout ça pour dire que quand la mondialisation est en marche, il y a aussi la régionalisation qui est derrière tout ça, l'Union européenne également, et évidemment l'ALENA dans le cadre du marché du Nord, marché américain. Pour être sûr de les lister finalement. Non, c'est pas pour les lister, c'est parce que j'avais évoqué quasiment toutes les aires, à part une, et du coup je voulais être complet. Mais voilà, au moins elles sont quasiment toutes citées. Alors du coup tu m'as fait perdre dans le fil. Si, je sais ce que je voulais dire. Donc cette régionalisation est importante, et j'ai l'impression que cette régionalisation symbolise un petit peu, non pas le retrait de la mondialisation, parce que la régionalisation fait partie de la mondialisation, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a des pannes au niveau international, la régionalisation est extrêmement importante. Ce qui n'empêche pas certains pays, c'est le cas du Brésil notamment, de porter par exemple le Mercosur, mais d'aller s'ingérer, d'investir ailleurs dans l'Afrique lusophone pour des raisons historiques et des raisons linguistiques notamment. Donc c'est-à-dire que vous avez des constructions qui sont un petit peu multifactorielles pour le coup, et qui marquent cette mondialisation-là en termes de régionalisation.
C'est assez marrant parce que finalement, dans tous ces ensembles régionaux, tu ne cites à aucun L'Afrique. moment l'Afrique. Voilà, et j'y ai pensé, j'ai oublié l'Afrique, voilà, tous les accords qu'il y a, la communauté économique d'État d'Afrique de l'Ouest, vous avez aussi une communauté au niveau de l'Afrique australe notamment, enfin, la CEDEAO, tout ça, mais l'Afrique, je le mets à part pour une raison très simple, c'est que ces conseils régionaux, enfin ces associations régionales ne fonctionnent pas pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de cohérence politique et il y a une faiblesse au niveau économique. Les associations ne peuvent fonctionner qu'en situation pour le coup, de pacification. C'est-à-dire que là, ce qui porte encore ces trucs-là, on a des troupes de la CEDEAO qui peuvent intervenir dans le cas malien, dans le cas ivoirien peut-être, mais on a quand même une grande faiblesse. Pourquoi ? Parce qu'on a des États extrêmement fragiles. On sait bien aujourd'hui que ça fait bien de porter cette égérie un petit peu régionale, mais concrètement, dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas d'armée commune, enfin, l'Europe non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, pour dire qu'il y a quand même des grandes carences là-dedans, et avant de régler les questions de régionalisation, il faut régler les questions de pacification nationale. On a parlé de nation building, mais il y aura aussi de state building, justement, en sciences politiques, on en parle également, et ça serait déjà intéressant de régler ce problème-là. Eh bien, j'invite nos auditeurs à écouter les nombreuses chroniques où Marc fait état effectivement de l'état des pays africains et des différentes ethnies dans certains pays qui font que l'instabilité est souvent de mise et donc qu'il est compliqué de ressortir au-delà des États. J'ai pas trop extrapolé. Oui, mais voilà, je renvoie nos auditeurs là où il faut, c'est-à-dire sur les différentes chroniques que tu as pu faire précédemment. Oui, Alexandre. Non, mais c'est vrai que honte à nous quand même, parce que ça fait près d'une heure qu'on discute de relations internationales et il a fallu 1 heure pour qu'on aborde le dossier africain. Donc, un heure parti pour 1 heure, si tu veux. Donc, honte à nous sur ce point-là. Pour en revenir plus sérieusement à la mondialisation, on voit un paradoxe. C'est que avec la mondialisation, les rapports de force s'équilibrent et se déséquilibrent. C'est en permanence, c'est une constante en fait. Il y a des acteurs qui sont mis à l'écart, d'autres qui reviennent sur le devant de la scène et ainsi de suite. C'est cyclique. Mais le paramètre à prendre en compte et à éviter surtout, c'est le populisme. Avec la mondialisation de plus en plus poussée, on voit aussi corrélativement un populisme qui monte et qui est de plus en plus prégnant. Alors, on a de quoi être fier en ce qui concerne le continent européen, là où les Américains ont succombé au populisme en élisant M. Trump à la tête des États-Unis, bien que ce ne soit pas à nous de commenter leur élection. Les Européens, ces derniers temps, ont eu des victoires sur le populisme. Et l'élection de M. Macron témoigne un petit peu de quels sont les enjeux aujourd'hui. Est-ce qu'on veut plus de mondialisation, moins de mondialisation ? En tout cas, les Français ont fait un choix. Ils ont fait le choix de l'ouverture. Et moi, je suis pour ce choix de l'ouverture. Pour moi, mondialisation, ça va avec ouverture sur l'autre, développement des rapports économiques, et chaque État doit s'insérer dans ce processus de mondialisation. Bon, j'enjoins mes camarades de ne pas... voilà, on sait bien que Emmanuel Macron a-t-il été élu pour son programme ou contre certains... Enfin voilà, on sait qu'il a aussi bénéficié du fait qu'il... C'est lui qui se pose la question en fait. Non, nous, on n'avait rien dit. Moi aussi, j'y pensais. Nous n'aurons pas le débat sur peut-être. l'élection d'Emmanuel Macron et sur le fait qu'effectivement, ils étaient de nombreux candidats à recueillir entre 19 et 23-24% au premier tour, et donc forcément, c'est un petit peu rendu difficile les suffrages au deuxième tour. Bref, je voulais vous poser une dernière question globale, mais évidemment avec plusieurs sujets à l'intérieur. Une troisième guerre mondiale est-elle possible ? C'est un petit comme ça qu'on pourrait terminer cette émission. Il y a la question du nucléaire, Hugo. Non, mais on la termine pas tout de suite, tu vas avoir le temps de répondre, t'inquiète pas. La question du nucléaire est revenue un petit peu sur le devant de la scène. On sait que d'ailleurs, à une époque, la Syrie était une puissance nucléaire en devenir, puis finalement on n'en parle plus, ou plus trop. Aujourd'hui... Oui, non, je sens le flou. Et la Corée du Nord aujourd'hui revient sur le devant. Elle fait des tests en ce moment. C'est d'ailleurs là que les États-Unis sont intervenus en disant « Oh là là, n'allez pas trop vite ». C'est un enjeu aujourd'hui, ou est-ce que ça reste vraiment une arme de dissuasion ? Ça reste, oui. C'en est une, c'est évident. C'en est une, on le voit avec le cas de l'Inde et
et le Pakistan, les deux aucun ne l'a utilisé, merci. Israël, là aussi, n'a pas utilisé pour le moment, donc merci. Ni personne par ailleurs, si ce n'est les États-Unis. Enfin, il en reste que personne, je pense, autour de la table n'est favorable à plus d'armes nucléaires à travers le monde. Il y a des traités de non-prolifération. Tous les pays ont rejoint ces traités. La Corée du Nord l'a rejoint avant de quitter ce fameux cortège. Pourquoi ? Parce que la Corée du Nord, finalement, joue son indépendance là-dessus. C'est tout simple. N'ayant que peu d'alliés, on parle de la Chine, mais cette alliance est une alliance de circonstances, bon, comme beaucoup d'alliances, me direz-vous, mais voilà, c'est une alliance qui est fragile. Et finalement, la Chine, si elle veut rayonner un peu davantage à travers le monde, va devoir abandonner cette alliance. Ça va être compliqué, mais il va falloir aussi abandonner du coup cet espace tampon, cette zone tampon que représente la Corée du Nord face à l'Asie de l'Est, ouvert, mondialisé, représenté par la Corée du Sud, le Japon, qui font partie aujourd'hui des 10 puissances mondiales. Le Japon, on l'oublie souvent, mais reste la 3e puissance économique mondiale. Donc, tout ça pour dire que le nucléaire reste quand même une menace, et une menace parce que la Corée du Nord peut s'appuyer dessus, dans le sens où elle est menacée par cette alliance qui est tangente, par les États-Unis qui remettent un peu, d'une certaine manière, de l'huile sur le feu, avec un Donald Trump qui est tout à fait instable dans ses choix politiques, et totalement mou finalement dans ses prises de position. Quand il dit on envoie un porte-avions vers la Corée du Nord, et que finalement ce porte-avions, on se rend compte qu'il n'allait pas du tout vers la Corée du Nord, mais qu'il se dirigeait plus ou moins vers l'Indonésie, et qu'il rebique maintenant vers la Corée du Nord 15 jours après. Voilà, on se dit que il veut un peu mettre ses arguments sur la table, mais que derrière ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, quand on voit ça, quand on voit deux dirigeants un peu fous et un peu, je me répète, mais un peu instables finalement, on peut se dire que ce nucléaire-là n'est pas qu'une menace en l'air, mais ça peut finalement advenir, comme une menace réelle, et il peut avoir un risque nucléaire, car la Corée du Nord peut être amenée à un certain moment, si elle développe correctement cette technologie, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, à l'utiliser. Alexandre ? Alors oui, donc moi je ne crois pas pour le moment à la thèse de la Troisième Guerre mondiale. Il faut rester attentif, il faut avoir des précautions, mais l'attitude nord-coréenne, encore une fois, n'est pas nouvelle. Ce genre de scénario s'est déjà reproduit. Et là, c'est dur de le dire, mais tout le mérite qu'a eu Trump dans cette histoire, c'est qu'il a réussi à les humilier, en démontrant que finalement, chez eux, il y avait beaucoup de cinéma pour peu d'action. Et en plus, ça s'est soldé par une véritable humiliation politique et militaire, avec leurs essais qui ont été un échec. Donc Trump, en les excitant, entre guillemets, a montré leur inaptitude à faire face aux enjeux quand la menace était vraiment présente. Après, sur l'utilisation concrète du nucléaire, bien évidemment que personne ne la souhaite. Ça doit rester une arme de dissuasion. Moi, à titre personnel, je ne suis pas pour les campagnes de désarmement total, d'enlever aux États qui ont acquis l'arme nucléaire. Il faut que ça reste une arme de dissuasion, et l'arme nucléaire permet justement de rééquilibrer les rapports de force dans les relations internationales. Comme le veto des deux Comme le veto, parts, c'est l'essence même de la diplomatie finalement. Ce sont des menaces qui permettent de maintenir un certain degré qualitatif dans les négociations. Il ne faut pas oublier que l'ONU, comme la diplomatie de manière générale, ça ne doit pas être une salle de théâtre, c'est pas une salle de spectacle, c'est un centre de négociation. Voilà. Hugo, justement, en préparant cette émission, tu me disais que
les États-Unis privilégient aujourd'hui la défense, on parlait tout à l'heure de soft et de hard power, privilégient la défense dans le cadre de leur budget aujourd'hui par rapport à la diplomatie. Là aussi, on est sur un instrument de... Voilà, quand on rehausse son budget, quand on a un budget de défense important, qu'on a des réserves militaires, voilà, on a toute sa place autour de la table pour négocier. Oui et non, non. Le point qui est important sur cette question-là, c'est le choix politique qui est fait par Donald Trump quand il prépare son budget avec les républicains, de donner beaucoup plus d'argent finalement à la défense qu'à la diplomatie et la culture. Il fait un choix politique, il fait un choix aussi dans son rapport au monde, c'est-à-dire qu'il place ses arguments davantage sur le choix politique, alors qu'il avait défendu plus ou moins des positions de retrait non interventionnistes pendant la campagne. Bon, ça a varié, mais... Et quand il est au pouvoir, il passe sur une politique beaucoup plus belliciste, qui passe outre la décision du Congrès sur son attaque contre la Syrie. Et il met, comment dire, les moyens aussi sur la table avec, je disais, la plus grosse bombe non nucléaire utilisée en Afghanistan. Donc c'est une arme qui coûte extrêmement cher. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est astronomique. Donc c'est beaucoup d'argent que l'on place et que l'on ne place pas finalement dans les canaux diplomatiques, ouvrir des ambassades, développer l'influence aussi des États-Unis à travers le monde par d'autres moyens, qui peuvent, ces autres moyens, être aussi, sinon plus efficaces. Alexandre, une relation ou un accord sur ce que disait Hugo ? Non, un accord, c'est parfaitement bien résumé, et on voit que là où les Américains... se pose le problème de plus de moyens dans la défense que dans la diplomatie, même si ça peut aller ensemble. Du côté des Européens, justement, on a tendance à réclamer plus de moyens dans la défense et dans la sécurité. Et c'était aussi un des enjeux de cette campagne présidentielle, où tous les candidats à peu près étaient d'accord, et c'était juste une question de chiffres, de chiffrage par rapport au PIB, d'augmenter les moyens de la défense. Donc on ne peut pas non plus comparer les Américains et les Français, parce que ça n'a rien à voir d'un point de vue de la taille et des moyens, mais on voit quand même que ce n'est pas anodin. On ne se pose pas les mêmes questions, et c'est peut-être aussi ce qui dérégule les relations internationales à l'heure actuelle. Hugo, tu souhaitais rajouter un complément ? Oui, ce qui est ultra important, je trouve, pour les États-Unis, c'est leur image à l'international. C'est-à-dire qu'il y a un anti-américanisme qui est assez fort depuis les interventions de 2001-2003, en Afghanistan, en Irak, une image qui est détériorée et qu'ils n'arrivent pas à améliorer finalement, et placer un peu tous leurs pions sur la défense, ou voilà, la majorité de leurs pions sur la défense, ça va pas les aider à améliorer cette image-là. Et il va avoir, une haine qui va aller croissant finalement envers ce pays. Et cette haine, ou ce ressentiment envers les États-Unis peut toucher d'autres pays par contagion. Ce qui est important aussi dans ce que disait Alexandre sur la défense et le rôle en France qu'on veut donner à la défense, parce qu'il y a une situation particulière de lutte antiterroriste qui fait qu'on surfe beaucoup là-dessus, mais à contrario, pour revenir au sujet initial de ce débat, qui était finalement l'Union européenne, l'Europe de la défense, c'est encore aujourd'hui une chimère. On n'arrive pas à s'entendre sur une défense qui serait celle de l'Union européenne avec des moyens communs. Alors on y va par bribes, on mutualise des moyens militaires, des hélicoptères, des forces humaines, des choses comme ça, mais on n'a pas d'Europe de la défense. Et arriver à une Europe de défense, ça va être ultra compliqué, parce que l'enjeu de l'Union européenne, c'est abandonner sa souveraineté, c'est mettre des moyens, beaucoup de moyens pour l'armée. Et ça, est-ce que l'Europe est prête à ça après l'avoir refusé il y a 50 ans? Ça va être compliqué. Oui. Alors, cette Europe, on en discutera ensemble, puisque récemment, on a fait une conférence ensemble auprès de lycéens, justement, sur l'Europe de la défense. C'est vrai, l'Europe de la défense, elle est très embryonnaire, mais pour autant, il y a des signaux positifs, et je les ai évoqués en
au début du débat, de l'émission, il y a des signaux vraiment positifs. Et ça va dans le bon sens, notamment des États qui commencent à augmenter leur budget. Après, il ne faut pas confondre Europe de la défense et armée européenne, ce qui n'est pas du tout pareil. L'Europe de la défense ne consistera pas à remettre en cause la souveraineté des États, tandis que une armée européenne remettra en cause la souveraineté des États. Et une armée européenne aujourd'hui, vouloir une armée européenne, imaginer une armée européenne, c'est totalement utopique, parce que ça prendrait trop de temps à mettre en place. Il y aura toujours des désaccords entre les États, entre ceux qui voudront s'engager pleinement, ceux qui voudront s'engager moins, mettre moins de moyens, et aussi chaque État a son propre ministère, son propre état-major, donc ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas confondre ces deux éléments. Oui. Oui, donc évidemment, avec Alexandre, on est d'accord sur ce point de vue. J'aimerais aussi rajouter qu'il y a quand même énormément de choses positives qui sont arrivées depuis juillet 2016, que ce soit la déclaration conjointe Union européenne-OTAN qui a été fait par le Conseil de l'Europe, ou le plan d'action de sécurité, destinés au financement de l'Europe de la défense qui ont été proposés par la Commission européenne en novembre 2016. C'est des points qui sont très positifs et qui montrent que au sein de l'Europe, il y a une impulsion, une volonté de mettre en place une Europe de la défense qui ne sera pas une armée européenne, mais des volontés qui vont être plus du maintien de la paix, des opérations extérieures qui vont mettre en pratique aussi certains points diplomatiques, qui vont favoriser aussi d'un point de vue interne la lutte antiterrorisme, le renseignement, etc. Donc beaucoup d'actions comme ça. Et je pense qu'au mois de mars, il y a l'opération Trident Jaguar qui a été un succès, qui a montré le succès justement de cette concertation Europe-OTAN. C'est une opération qui a été faite en Bulgarie, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une opération faite conjointement entre l'Union européenne et l'OTAN pour favoriser le renseignement en tout ce qui pourrait concerner la Russie, etc. L'OTAN, c'est vrai, dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui joue un rôle et qui est amené aussi à évoluer en fonction des pays qui la constituent, bien entendu. On a fait le tour du monde finalement, et il reste une toute petite question en suspens, mais qui est pourtant fondamentale. Voilà, on a la sensation souvent pour la France que la question internationale se résume à la lutte antiterrorisme, en tout cas quand on écoute les médias, parce que si on écoute l'émission de ce soir, on se rend compte que pas du tout. Et pourtant, on vient de terminer là sur l'Europe et peut-être revenir, donc l'Europe et la France, même si cette question concerne le monde entier. Voilà, ça peut être aussi pour l'Europe un motif d'action, le terrorisme, puisqu'on le sait, quand le terroriste arrive sur le sol français, allemand, etc., il est passé par d'autres pays avant, et c'est souvent, il joue d'ailleurs souvent sur les failles des frontières, par exemple, Hugo. Oui, mais il faudrait pas dire que la lutte antiterroriste n'est rien dans tout ce qui est réflexion à la fois diplomatique et de défense. Pourquoi il y a ce consensus autour du renforcement du budget de la défense en France? Parce qu'il y a la lutte antiterroriste et que la force Sentinelle grève extrêmement le budget de l'armée. Donc il y a cette problématique-là qui fait aujourd'hui réfléchir autour du rôle notamment de l'armée en Europe. Mais il ne faut pas réduire la question diplomatique à ça. Quand on regardait un petit peu les émissions politiques autour de l'élection présidentielle, moi ce que je retenais finalement des débats autour des questions sur la politique étrangère, c'était soit la lutte antiterroriste, ou plus schématiquement, et ça c'était ultra flagrant sur le dernier débat, entre Poutine et Trump, où vous placez-vous? Voilà, c'était la question. Après que la journaliste, Saint-Cric, a précisé que la question n'était pas assez évoquée dans le débat de manière générale. Donc on peut pas... c'est assez, révélateur du peu d'intérêt que beaucoup ont porté à la question diplomatique et des relations internationales de manière plus générale pendant cette campagne-là. Alexandre. C'est vrai qu'au regard de l'émission de ce soir, on voit, et j'espère que les auditeurs se rendent compte que les relations internationales ne tournent pas
autour du terrorisme uniquement. Et c'est là qu'on voit aussi le rôle fondamental que jouent les médias. C'est que les médias aujourd'hui arrivent à centraliser la question terroriste au cœur de toutes les attentions. Donc en France, on a eu la campagne présidentielle qui finalement n'a pas été si tournée que ça autour des questions terroristes. Il y avait consensus. Donc, voilà, de manière générale, les médias, malheureusement, ont tendance à beaucoup trop mettre en avant cette question qui, selon moi, nécessite beaucoup de recul, modestie. Quand on n'est pas spécialiste de ces questions, il vaut mieux aborder le sujet avec des pincettes. Et justement, j'ai tendance, et on est plusieurs aussi dans l'association, à incriminer vous savez, les spécialistes BFM, voilà, le spécialiste des questions terroristes sur BFM. Voilà, c'est typiquement ces choses-là qui alimentent toujours la peur. Et c'est un travail de longue haleine, le terrorisme. Le risque zéro n'existe pas, il n'existera jamais. Et ça demande un certain recul qu'il faut avoir. Et il faut beaucoup miser dans la lutte contre le terrorisme sur le renseignement. Et ça, c'est des questions qui ne doivent pas être surmédiatisées et qui ne doivent pas être abordées par quiconque pour exposer de vagues idées sans connaître la réalité du terrain. Nous, on travaille beaucoup sur ces questions-là dans l'association, mais avec beaucoup de modestie. Il faut faire très très attention. Bon, Marc, pas fan non plus des spécialistes de BFM, mais tout court, je crois, de toute façon. Oui, de ceux qui se revendiquent spécialistes, mais qui sont en fait des journalistes spécialisés dans un domaine. Pour moi, spécialiste police-justice, déjà quand j'entends ça, je me dis, tiens, quel rapport ? Enfin, directement, en soi, d'un point de vue théorique, et là, effectivement, à l'époque, je me souviens, c'était sur iTélé, Dominique Ravanello, qui était une fois spécialiste de l'Afrique, puis la semaine d'après, spécialiste de l'Inde. Enfin, moi, ça me faisait rire. En tout cas, il était là. Dès qu'il y avait une question internationale, il était là. Enfin, il est plus là maintenant, mais ça, il a été remplacé. Oui, donc je souscris effectivement à la bassesse intellectuelle des médias qui vendent de l'information tout simplement, et il faut des fois mettre une interprétation derrière et ça fait un analyste. Alors bon, bref, je ne reviens pas là-dessus, j'ai suffisamment évoqué tout ça pour dire qu'effectivement, bien que je ne souscrive pas aux analyses qui sont faites, l'intérêt est là, c'est-à-dire que le terrorisme a ce principe d'être partout et nulle part à la fois, donc potentiellement chez nous, donc voilà, c'est dangereux la façon dont ils le font, mais je comprends aussi l'idée, ça va faire vendre, ça va faire regarder, ça va faire peur, etc. Mais il faut aussi, je voulais aborder cette question, mais très rapidement, en disant que le terrorisme, c'est aussi pour ça que c'est très compliqué à analyser. C'est parce que aujourd'hui, que ce soit une Europe de la défense, une armée européenne ou des associations internationales, la question est posée de savoir à quel moment arrêterons-nous de penser la guerre en des termes clausewitziens. J'en ai assez de voir des moyens de la guerre qui soient des moyens, en fait, nation contre nation, la Napoléon, si vous voulez, alors qu'on est devant un problème qui est tout à fait nouveau. Enfin, nouveau. Récent du moins, et il faut arrêter de penser la question du terrorisme comme un conflit qui opposerait 2-3 nations. Aujourd'hui, on sait que c'est plutôt des conflits de guerre civile qui peuvent éventuellement naître, notamment. Donc arrêtons de penser avec les moyens de la guerre du 19e siècle, et même du 20e par là, et essayons d'avancer sur des techniques qui soient des techniques qui sont mises en place, mais dont personne ne parle, pour des raisons de sécurité je pense, des questions de renseignement, des questions aussi de financement de groupes, mais il faut travailler de manière un peu plus cohérente et arrêter de bombarder des zones où on sait que généralement vous faites tomber une tête ici, il va en renaître 15 autres ailleurs, et donc moi j'en ai assez, et généralement ce sont souvent nos interventions qui, en déstabilisant les pays qui sont, enfin pas nos interventions mais les interventions en règle générale, qui en fait engendrent ce mouvement de déstabilisation. Donc potentiellement, on l'a vu avec Boko Haram et AQMI, on parle un peu d'Afrique pour le coup, qui sont potentiellement des zones à risque pour le terrorisme. Mais pareil, dans le cas du Mali, on a dit on va bombarder, puis après on a vu qu'ils étaient descendus au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, il y avait une logique. C'est-à-dire qu'on les déplace, et puis c'est fini. Puis Serval et Barkhane sont là, et on ne sait pas. Donc moi, ce qui me dérange, c'est ça, c'est qu'on ne réfléchit pas aujourd'hui avec les nouvelles formes de conflictualité. Eh bien voilà, oui, un dernier mot, Alexandre. Je souscris à sa souscription. Eh bien merci. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin vous. de cette émission de Descartes en main. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux représentants de l'association Ambassadeurs de la Jeunesse d'avoir été avec nous ce soir. Alors c'est plus de 200 adhérents, vous espérez en avoir plein d'ici peu, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à aller sur leur site internet pour rejoindre une association présente sur tous les continents
maintenant dans une trentaine de pays, avec à des l'heure actions, actuelle. enfin C'est ça. autant de la réflexion finalement que des actions sur le terrain pour tout simplement venir en aide dans le monde entier, mener des actions diverses et variées. Voilà, exactement. Merci beaucoup à Marc et à Merci à Hugo vous. également d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous. Vous normalement vous retrouvez la semaine prochaine. Si on a envie. Bon bah, faut espérer. Vous souhaitez participer à l'émission, apporter votre contribution ou tout simplement réagir, n'oubliez pas les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On vous y attend nombreux. À bientôt. Bonsoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube